Bayona fue llamada la Pequeña Jerusalén. Aquí se instaló en 1727 el comerciante judío Aaron Colás. Él estableció un curioso recorrido comercial entre Venezuela, Ámsterdam, Bayona y Donostia. Son los tiempos de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que va a monopolizar el comercio de la tierra firme de Venezuela, en clara competencia, sobre todo, con los holandeses. Desde la capital de la Bourg, Colás llegó a controlar el mercado del chocolate en la península. La ciudad, además, sigue siendo la capital vasca de este producto. Aquí tiene su sede la Academia del Chocolate que preside Colette Etchepare. Je crois qu'il n'y a pas ici de personne qui, si elle connaissait bien ses ancêtres, ne trouverait un chocolatier dans ses ancêtres. En tout cas, il y a beaucoup de petits chocolatiers, mais il y en avait partout. C'était vraiment l'art du pays. Et c'est pour cette raison que nous avons fait l'Académie du chocolat de Bayonne, puisque qu'il y a Académie des cultures, nous avons voulu conserver cette culture, cette mémoire de notre pays, dont le chocolat est partie intégrante. Le chocolat de Bayonne, c'est Bayonne, et Bayonne, c'est le chocolat de Bayonne. El chocolate llegó a Castilla desde México, desde Nueva España, hacia 1520, en forma de barras y de tabletas. Por eso, no debe de extrañar que el chocolate aparezca en los Países Bajos españoles, antes que en Francia. Fue María Teresa de Austria quien contrajo matrimonio en San Juan de Luz con Luis XIV, quien dio a conocer el chocolate al monarca francés. Bien, c'est au mois de juin 1660 que le jeune roi Louis XIV découvre le chocolat à la veille de son mariage avec l'infante Marie-Thérèse d'Espagne. Parmi les nombreux personnels domestiques qui accompagnent l'infante Marie-Thérèse, une jeune femme de chambre surnommée La Moline est spécialement chargée de préparer le chocolat de la jeune reine. L'infante Marie-Thérèse essaiera de faire partager sa passion au roi, mais Louis XIV a toujours préféré le café au chocolat. Lorsque le roi Louis XIV et l'infante Marie-Thérèse prendront la route de Paris, ils amèneront avec eux un chocolatier nommé David Chaliou, qui s'installera non loin du Louvre, rue de l'Arbre Sec, et il sera le chocolatier attitré de la cour. Desde Francia, el chocolate llegó a Inglaterra hacia 1657.
Los vascos tuvieron un importante papel en el comercio del cacao durante el siglo XVIII. La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas exportó este producto desde los puertos venezolanos de La Guaira y Puerto Cabello a otros lugares de la América colonial y Filipinas, y también a Francia y a Holanda, a pesar de la pugna que mantenían con los navíos de este último país. Bueno, en realidad el primer motivo, o sea, el primer producto que existía en el país era el cacao, como he dicho, que era el producto más caro, cuyo comercio lo tenían los criollos y que ahora, con el monopolio de la compañía, que son, como decía antes, los únicos que pueden comprar y vender, se apoderan de ese monopolio, repito. Entonces, eso es lo que envían para allá, y de allá para acá vienen productos elaborados como hierro vizcaíno, claro, elaborado, espadas, cañones, armas de todo tipo. Vienen productos alimenticios como aceite de oliva, olivas, pasas, vino, etc. Estas primeras apariciones en Francia fueron discretas, efímeras. En todo caso, no debe exagerarse este éxito. El único lugar donde en un principio triunfó fue la península ibérica. On a longtemps considéré que c'était un médicament, et uniquement un médicament. Cela tenait au fait qu'on ne savait pas tellement le traiter et qu'on en faisait simplement du chocolat liquide. Et ce sont en fait les pays étrangers, les Hollandais, les Suisses, qui ont élaboré les techniques qui ont permis d'améliorer le chocolat. Alors, il y a eu en plus des textes de Madame de Sévignan en particulier qui disaient que le chocolat, un jour elle disait que le chocolat était très bon, demain elle disait que ça rendait malade, que les femmes enceintes qui prenaient du chocolat accouchaient d'un enfant noir, enfin et il a fallu attendre des inventions des Hollandais, Van Houten, des Suisses, etc., pour qu'on arrive à transformer ce chocolat liquide en chocolat solide. Et que donc, d'un cercle très restreint de consommateurs, la cour, parfois la très haute bourgeoisie, on puisse démocratiser le produit et faire en sorte que la plupart des gens, au moins au XIXe siècle, puissent y avoir accès. Alors celui qui a fait beaucoup de travail pour ça, ça a été monsieur Meunier, le chocolat Meunier, qui a créé la première chocolaterie industrielle en France, qui est aujourd'hui classé monument historique, qui est devenu un musée, et qui a commencé à diffuser le chocolat à travers le pays. Et on a rapidement trouvé aussi que le chocolat avait un certain nombre de vertus médicales et thérapeutiques, qui contenaient entre autres du magnésium, etc. Et que donc, on a beaucoup vendu au XIXe siècle en France du chocolat qu'on appelait chocolat de santé. Et il y a beaucoup de vieilles maisons ici qui ont disparu, mais dont les étiquettes portaient dessus chocolat de santé. Parce qu'en fait, ça donnait des forces, ça permet de combattre le stress, etc. Las primeras referencias a chocolateros profesionales se refiere a un fabricante de chocolate habitante de Saint-Esprit. Alors, lorsque les Juifs expulsés d'Espagne et du Portugal sont arrivés à Bayonne, ils devaient résider obligatoirement sur la rive droite de l'Adour, c'est-à-dire dans le bourg de Saint-Esprit. Ils n'avaient pas autorisation de séjourner dans la ville de Bayonne. Ils devaient rentrer le soir dans le bourg de Saint-Esprit. Ces Juifs avaient connu et pratiqué le négoce du cacao ainsi que la fabrication du chocolat, certainement en Espagne. Et ils ont été donc les premiers à fabriquer du chocolat à Bayonne. Mais malheureusement, pas un document ne vient conforter cette hypothèse. Ferdinand Brodel, que consultó la correspondencia del comerciante judío Aaron Colas, firma que tenía buenas razones para instalarse en Bayona hacia 1727. Relacionado con Ámsterdam y el mercado de los productos coloniales, controlaba desde su ciudad el mercado de la península. En el siglo XVIII llegan a Bayona chocolateros originarios del sur y formarán una corporación con el fin de apartar a los judíos del negocio del chocolate.
se van a convertir en una seria competencia para los judíos de Saint-Esprit. Les membres de cette corporation sont au nombre de 11, et parmi les 11, 9 viennent soit de Guipuscoa, soit de Navarre. Ils sont tous connus. Amit Sarob, natif de Saint-Sébastien, Letamendia, natif de Azkoitia, Istilarte, Escura, tous des patronymes basques à l'origine. Seuls 2 Bayonnais figuraient parmi la corporation. Ils vont rédiger des statuts qui comportent 35 articles, et parmi ces 35 articles, un va soulever la colère des autres négociants bayonnais. En effet, il interdisait aux Juifs, pour être chocolatier, il fallait obligatoirement être catholique et posséder son extrait de baptême. Cet article, donc, interdisait aux Juifs de venir travailler à Bayonne et d'être reçus dans la corporation. Les statuts de cette corporation vont être attaqués par un certain nombre de négociants bayonnais, suivis par quelques Juifs de Saint-Esprit. Ils vont porter l'affaire devant le Parlement de Bordeaux, et en 1767, la corporation des chocolatiers de Bayonne sera supprimée. Ah, je crois qu'il y a eu des je crois qu'il y a eu des chocolatiers qui sont venus du Sud. Et il y a d'ailleurs des familles, plusieurs familles de chocolatiers qui sont originaires d'Espagne. Moi, pour commencer, j'avais ma grand-mère qui était venue du Pays Basque Sud, d'ailleurs elle s'appelait Aguirre. Bon, ce n'est pas elle qui a créé, puisque c'était le grand-père de mon grand-père. Mais elle a quand même continué dans le chocolat. Dans ma famille, on avait une petite chocolaterie à la rue Pannecois à Bayonne, mais qui employait quand même du personnel. Ça a été, chez moi, ils ont commencé en 1815. C'est depuis 1815, mais on a arrêté en 1960 parce que nous faisions des bonbons, mais on faisait surtout du chocolat en tablette, on vendait à la tonne. Et à partir de 1960, il y a une... Bon, d'abord, j'ai un oncle qui est mort, mais surtout, il y avait une très grande concurrence avec les gros fabricants de chocolat qui avaient d'énormes machines, des industries énormes. Chez moi, c'était un peu industriel, mais il n'y a jamais eu plus de 30-35 ouvriers. C'était quand même modeste. Alors, quand on s'est trouvé en lutte, nous, comme les autres chocolateries, à Bayonne maintenant, on ne vend plus de chocolat aux épiceries à la tonne comme on le faisait à l'époque, comme le faisaient les Fagal, de Noblia, tout ça, Mirabin et d'autres. Mais maintenant, on fait encore des bonbons au chocolat et un peu de chocolat pour les gens qui en achètent à la tablette. Mais enfin, je veux dire, on n'en vend plus aux épiciers, vous voyez, en gros. A lo largo del siglo XVIII, surgen en Bayona numerosas dinastías de chocolateros. Estas mantendrán la producción tradicional, a pesar de que en el siglo XIX comienza la producción industrial del chocolate que tiene en Cambó algunas de sus empresas más características. Una de las más emblemáticas es la de Chocolates Fagalde. Fagalde fue uno de los primeros en crear una fábrica industrial de chocolate y tenía su sede en Cambó. Además, también fue alcalde de esta localidad del País de los Vascos y creador de los primeros establecimientos termales del lugar. Estas termas eran visitadas asiduamente por ilustres personalidades. Entre ellos son de destacar el emperador Napoleón III y su esposa Eugenia de Montijo. Más tarde, Fagalde se convertiría en proveedor oficial de Su Majestad el Emperador y de la Emperatriz. Les premières années, c'est la début, c'est après 1800, à la fin du 18e, mais surtout au début du 19e. Après 1800, en tout cas ici, il y a eu plusieurs chocolateries qui se sont équipées industriellement, parce que jusqu'alors,
C'était la pierre, le rouleau, on écrasait le cacao à une personne ou deux. À partir de ce moment-là, il y a eu des chocolateries avec des ouvriers, avec des machines. Alors des industries qui au début, on faisait tourner, au début il fallait qu'il y ait un petit âne ou un petit cheval qui tournait pour broyer, pour faire marcher un moulin, après la pierre. Et ensuite ça a été à l'électricité, à la fin du siècle, tout ça. En 1870 había más obreros chocolateros en Bayona que en Suiza. Han pasado muchas cosas. Hoy en Bayona solo quedan 2 chocolaterías y 5 pastelerías chocolaterías. Pero los principales interesados en mantener y difundir esta tradición son los propios chocolateros. En la capital de la Burdi quedan 2 casas con más de 100 años de antigüedad, Daranat y Casenab. Estas 2 chocolaterías poseen sus propios obradores donde elaboran el chocolate para más tarde venderlo en sus propias tiendas. Es decir, controlan todo el proceso de elaboración del chocolate, desde su fabricación hasta la venta al público. La maison d'Arnett a été créée en 1890 par un chocolatier qui venait d'une famille d'Espelette. Et elle est restée dans la même famille jusqu'en 1930, date à laquelle elle a été rachetée par les grands-parents de mon épouse, qui eux étaient chocolatiers à Pau depuis 1876. C'est donc une maison qui a réuni sur son nom 2 familles qui traditionnellement occupées à faire du chocolat. En la casa Daranat elaboran el chocolate artesanalmente partiendo de tabletas de cacao. Pour faire ce qu'on appelle une ganache, il faut donc du chocolat dont on choisit l'origine, le cru, la force en cacao. Et il faut de la crème fraîche. Le principe de la ganache, c'est un mélange de chocolat fondu et de crème fraîche chauffée et bouillie. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a fait fondre l'un et bouillir l'autre, on les mélange de façon à obtenir une émulsion que l'on va aérer, travailler un petit peu pendant quelques instants, avant de la laisser reposer à peu près une demi-journée. Au bout de cette demi-journée, on va reprendre cette pâte pour la mettre dans un batteur qui va en faire une espèce de sorte de crème chantilly. On va la battre pour la faire mousser. Ça permet à la crème de s'aérer, de prendre du volume et également au goût de se développer. On va la laisser reposer une nuit supplémentaire au frais. Et le lendemain, on va la sortir de sa bassine, on va la retravailler à la main pour l'assouplir, pour lui donner du moelleux, pour bien mélanger tous les arômes. Et on va, à l'aide d'une petite machine qu'on appelle une guitare, parce qu'il y a les cordes d'une guitare, c'est uniquement pour ça qu'elle a ce nom, on va la tailler. La taille peut être différente, on peut faire des carrés, on peut faire des rectangles, on peut faire des losanges. On peut les laisser telles quelles pour garder cette forme, ou on peut également les prendre dans la main et en faire soit des petites boules, soit des petites olives. Cette opération terminée, on va encore attendre un jour, ce qui fait qu'il faut finalement 3 jours pour faire un chocolat tel que nous le faisons, de manière traditionnelle et artisanale.
El proceso de fabricación del chocolate comporta 3 grandes etapas en 3 días. No se puede fabricar chocolate a toda prisa cuando falta algo. Se necesita tiempo, y ese tiempo es el que permite que el chocolate se repose y adquiera todo su sabor. Cuando un pastelero hace chocolate en su casa, lo hace en la víspera, de manera que el chocolate tenga tiempo de reposar y que todos sus aromas puedan asentarse y así los podamos apreciar. Et on va à ce moment-là les enrober de chocolat. Donc on va les mettre soit sur une grille, une ligne, ce qu'on appelle une ligne d'enrobage. Ils sont sur un tapis roulant, ils sont enrobés de chocolat qui est maintenu à une température constante qui sort d'une cuve. Et il y a un petit espace sur lequel on a le temps de les décorer, soit avec un instrument qui peut être une fourchette, un anneau, ou bien on pose un petit fruit sec dessus, ou une écorce d'orange, ou une noisette, ou une pistache. La característica del chocolate de Bayona es que es un chocolate negro y amargo, con una gran cantidad de cacao. Es la única diferencia que podemos destacar con relación a otros chocolates fabricados en otros lugares. Un bon chocolat, c'est un chocolat noir d'abord. Donc il doit être noir, il doit être brillant quand on le regarde. Parce que s'il n'est pas brillant, ça signifie qu'il a été travaillé à une mauvaise température. Alors ça n'altère pas son goût, mais ça ne l'arrange pas vraiment. Il doit ensuite être craquant quand on le casse, et quand on le passe sous la dent, on doit sentir quelque chose de craquant. Et alors ensuite, la suite, ça dépend évidemment des goûts de chacun, mais je parle du chocolat pur, dans lequel on n'a rien rajouté. Il faut que le chocolat se révèle progressivement en bouche. C'est-à-dire que si vous avez un chocolat que vous le croquez et que tout de suite vous avez un goût très fort dans la bouche, vous remarquerez que le goût va s'éteindre tout de suite. C'est comme le vin, un très gros vin rouge, là, et puis il s'arrête. Tandis que le bon chocolat, quand vous l'avez craqué, d'une part il va fondre pratiquement tout seul, et vous allez sentir progressivement le goût remplir votre palais, et ce goût va rester longtemps dans la bouche. Chocolates Casenave es otra de las más antiguas chocolaterías de Bayona. Esta casa fue fundada en el año 1854 y son los únicos que elaboran chocolate utilizando semillas de cacao. Pero no es esta su única particularidad. En esta antigua chocolatería continúan elaborando chocolate a la taza, chocolate líquido a la antigua usanza. Es el único establecimiento en Bayona que continúa con esta vieja tradición. Guk egiten dugu, bakarrik gure etxean da, kausitzen olako xokolet berezia, espumarekin lan, badugu gure segretua. Erabiltzen dugu makilez eginikako tresna bat, orduan makil bat eta puntian da hortzekilako borobil bat, eta horrek hau inarrostian esnean egiten dugu espuma hori. Eta espuma hori gero agertzen da gatuliaren gainean, zerbitzatzeko mementuan egoiten da espuma hori jan arte.
Guk berezitasun hori ere badugu gela bat, nun emaiten dugun txokolatea. Txokolatea hori egiten da, lehenik plakak egiten ditugu, txokolate plaka horiek ilan gero esne berotuan burtazten dugu, eta gero horrekin egiten dugu espuma bat, eta txokolatea askitxo lodia, ez da txokolet esne harin bat, askitxo lodia da, zeren plakaik ilan egina baita. El obrador de Casenave se encuentra muy cerca de la Dour. En esta antigua fábrica siguen utilizando las viejas máquinas para elaborar el chocolate. El proceso comprende desde el tueste del cacao hasta la elaboración de tabletas y bombones que más tarde venderán en su establecimiento. Orduan, txokoleta nahi dugun, ze txokoleta mota egin, hautatzen ditugu baba, kakao babak, hiru mota desberdin. Horiek nahazten ditugu, gero erretzen ditugu, badugu tresna zahar batzu bat ditugu dela mende batekoak, eta nahazketa hori erretzen da, gero baba horiek atera ondoren, atxikitzen ditugu bi egun zaku batzutan, eta hor beren berotasuna atxikitzen dute, eta segitzen dute beren kakaoa segitzen du erretzen hor. Gero bi egunen burian, ezartzen ditugu horiek tresna batetan nun kakaoa bere azala kentzen da zaion eta gero pusketan jartzen da. Este cacao tiene diversas procedencias. Suele llegar de diferentes países de Sudamérica y África. Los propietarios de Casenave suelen comprarlo a una gran empresa de Burdeos. Atera ondoren, ere maiten dugu kakao hori, pusketan jarritako kakao hori, beste tresna mota batetarat, hori da, kakao eiara deitzen dena. Hor pasatzen da tresna batetan, untsa xeatuz, bilakatzen da pasta bat. Eta pasta hori egin ondoren, hori da kakao, bakarrik kakao bakarrik, kakaoa bakarrik. Después, a esta pasta se le añadirá azúcar y manteca de cacao y se refinará la mezcla hasta conseguir una pasta muy ligera. El proceso puede llegar a durar 2 días. Eta gero behar ditugunean, erabiltzen dugu pasta hori txokoletak egiteko. Edo egiten ditugu plakak, eta baita ere goxokiak, bonbunak. Pero si fueron los vascopeninsulares quienes perfeccionaron las técnicas de los chocolateros del norte, en el siglo XIX, algunos de estos últimos cruzan la frontera.
Este es el caso de Saint-Jérôme, un vasco de Mauleón que llegó a Guipúzcoa instalándose en la localidad guipuzcoana de Mendaro. La vieja chocolatería es un museo viviente y atractivo. Los maestros chocolateros de Mendaro mantienen el mismo proceso de fabricación que llevaran los guipuzcoanos al otro lado del Bidasoa y que una vez más se traduce en una fórmula simple: cacao y azúcar. Este es el secreto del buen chocolate. La enorme competencia que existe por parte de las grandes industrias chocolateras internacionales, como las suizas, belgas o británicas, ha hecho que las fábricas vascas de ambas vertientes del Pirineo estén en crisis o no atraviesen su mejor momento. Sin embargo, los pequeños chocolateros artesanales tienen sin duda un futuro esperanzador. Lo cierto es que en 1967 el chocolate daba empleo directo a 1.600 personas en Guipúzcoa, Vizcaya, Lapurdi, Álava y Navarra. Hoy en día, además del negocio tradicional, también se encuentran curiosidades en el mundo del chocolate, como este pequeño museo de Biarritz. Su propietario se dedica, entre otras cosas, a hacer esculturas de chocolate.